Alors, bonjour à tous. Donc, je me joins aux remerciements de mes collègues de ce matin pour nous avoir conviés, pour avoir convié le CGLPL à ce colloque. Et je vous remercie au même titre que Monsieur Février l'a fait pour intervenir en début d'après-midi. Moi, j'interviens du coup en fin d'après-midi, donc ça justifie aussi le fait que tout le monde puisse dormir. Alors, donc, le sujet proposé au CGLPL pour une deuxième intervention porte sur le suivi des recommandations formulées à l'égard des établissements d'outre-mer. Avant de parler plus précisément du suivi des recommandations, une de mes collègues a fait une présentation du travail, du cadre de travail du CGLPL. Donc moi, je vais préciser un peu plus ce que sont ces recommandations du CGLPL. Parce que si le terme semble évident, elle recouvre plusieurs réalités pour le CGLPL, avec pour chacune des régimes et des suivis particuliers. Et les règles ont évolué dans le temps. Donc la loi du 30 octobre 2007 instituant un CGLPL, un contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorise donc ce dernier à adresser au gouvernement divers types d'observations, d'avis et de recommandations. Donc, il procède à des recommandations classiquement, et ça, je pense que tout le monde peut l'imaginer, dans le cadre de visites d'établissement, donc dans les rapports à la suite de ces visites, ou dans des recommandations d'urgence, quand il apparaît qu'il y a une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté. Et puis, un peu plus spécifiquement, enfin, un peu plus surtout de manière cachée, et dans le secret ou pas, mais si quand même, il émet des recommandations dans le cadre du traitement des saisines et des vérifications qu'il peut faire à la suite de ces saisines. Je vais le développer un peu. Et puis, il fait aussi des recommandations plus générales dans les avis, dans les rapports thématiques et chaque année dans des rapports annuels d'activité. Alors maintenant que vous êtes au clair sur la variété des situations dans lesquelles le CGLPL peut formuler des recommandations, la question se pose évidemment de la suite, tout court. Que se passe-t-il une fois qu'une recommandation a été formulée? Comment sait-on si les autorités se plient ou non à la volonté du CGLPL? Et surtout, comment fait-on si elle ne s'y plie pas? Alors ça, cette question, c'est une question qui se pose au quotidien pour nous dans l'Hexagone, mais évidemment, elle prend encore plus de sens outre-mer, et vous verrez que si le suivi est complexe en France métropolitaine, il est complexe à assurer, en outre-mer, ça devient encore vraiment plus compliqué. Alors, avant toute chose, le premier moyen de savoir si un établissement a suivi des recommandations formulées à l'encontre de ses autorités, c'est évidemment de retourner sur place pour voir et d'effectuer ainsi une seconde ou troisième visite, ça dépend des cas. Alors, dans chaque rapport de deuxième ou troisième visite, vous trouverez toujours un rappel de toutes les recommandations formulées à la visite précédente. Donc, lors de la visite, l'idée est que les contrôleurs soient ouverts à la nouveauté, tout en s'étant enquis des recommandations formulées par le passé, afin d'avoir un œil plus attentif sur ce qui avait déjà été dit précédemment, ce qui a évolué et ce qui n'a malheureusement pas changé malgré la précédente intervention du CGLPL. Le problème est qu'en moyenne, le CGLPL retourne dans les établissements que 5 ans après une précédente visite. D'ailleurs, de nombreux établissements n'ont pas été visités depuis 2015. Et dans les établissements outre-mer, c'est plus encore, les établissements déjà visités attendent une dizaine d'années avant de l'être à nouveau. Ceux de Polynésie ne l'ont pas été depuis le 2012 et le CD de Papeete n'a jamais été visité par le CGLPL. Bon, vous l'aurez compris, ça ne saurait tarder. Normalement, on ne vend pas la mèche, mais là... mais on est venu pour le colloque. Voilà, donc c'est insuffisant pour assurer un suivi des recommandations
formulées par le CGLPL. Donc le CGLPL utilise, je vois le directeur du CD de Papéry qui revient, je vous annonce qu'on va visiter votre établissement pour... voilà. Donc le CGLPL, face à ce suivi qui est insuffisant en fait, de retourner dans les établissements pour voir si ça a évolué, le CGLPL utilise un autre outil qui est lui aussi insuffisant et qui constitue, qui en fait se réalise par un échange épistolaire avec les ministères de tutelle 3 ans après les visites. Donc s'agissant des grands établissements dans lesquels les personnes privées de liberté peuvent séjourner longuement, c'est-à-dire tous les lieux sauf les geôles de garde à vue et de tribunaux, un suivi des recommandations est organisé dans une procédure spécifique qui a évolué au fil des mandats des contrôleurs généraux, et cette procédure est prévue par la loi. Donc, sous Jean-Marie Delarue, c'était un peu particulier parce que les recommandations faites lors des visites d'établissement étaient toutes reprises dans des recommandations d'ordre général qui étaient publiées dans les avis ou les rapports annuels. Et c'était seulement les recommandations de ces avis et rapports annuels qui faisaient l'objet d'un suivi auprès des ministères. Depuis 2014, les modalités de suivi ont évolué. Et donc, l'ensemble des recommandations formulées dans les rapports de visite sont reprises à échéance de 3 ans après la visite pour être toutes envoyées au ministère concerné qui doit y répondre. Ces recommandations, la réponse des ministères plus éventuellement des observations de la contrôleure générale sont publiées dans le rapport annuel donc de 3 ans après la visite. Donc par exemple, dans ce rapport annuel de 2021, vous aurez le suivi des recommandations pour ce qui concerne les établissements outre-mer, le suivi des recommandations formulées lors de la visite du CP de Rémire-Montjoly en Guyane en octobre 2018, de celle du CP de Nouméa, parce qu'on a pris un peu de retard avec le Covid, celle du CP de Nouméa de la maison d'arrêt de Mata-Utu à Wallis et Futuna en octobre 2019. Donc ça, ce sera dans le rapport annuel du CGLPL. Donc je vous invite évidemment à le lire. Il n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Il est jamais inutile de faire la pub de l'institution. Donc voilà. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, donc ce suivi, lui aussi, est incomplet parce qu'il permet d'assurer un suivi au niveau ministériel, mais certaines questions sont de ce niveau. Certaines questions sont bien du niveau ministériel parce qu'elles requièrent des questions de déblocage de budget pour évoluer ou de politique de plus grande ampleur. Mais d'autres recommandations concernent des sujets beaucoup plus locaux et donc mériteraient un suivi plus local via la direction de l'établissement directement. Et surtout, le suivi des recommandations est incomplet par ce biais parce qu'il est assuré que pour les recommandations précisément formulées dans le rapport de visite. Donc, il ne permet pas de s'enquérir de l'évolution de sujets non visés par les précédentes recommandations, contrairement aux nouvelles visites d'établissement. Autrement dit, ce que l'on considère, c'est qu'il faut être vigilant sur ce qui allait mal et voir si l'autorité a bien corrigé le problème 3 ans après. En revanche, là où tout va suffisamment bien pour ne pas rédiger de recommandations, il est considéré que tout ira encore bien 3 ans plus tard. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pourquoi, là encore, donc face à ces insuffisances, on a un autre moyen d'assurer un suivi des recommandations, et ça se fait par le biais de l'examen des saisines et les vérifications liées à ces saisines. Donc tout au long de l'année, le contrôle général reste attentif aux nouvelles qui proviennent des différents lieux de privation de liberté. Et même si chaque saisine n'est pas évidemment timbrée du sceau de la complète véracité, et même si le volume du courrier n'est pas indépendant des pressions qui peuvent exister parfois pour en dissuader l'envoi, cette voie permet d'obtenir des informations diverses et un peu plus actuelles pour le contrôle en matière de suivi des recommandations. Donc un suivi, en principe, est continuellement assuré, notamment par le biais d'un logiciel qui permet d'enregistrer les saisines, d'enregistrer leur suite, de les qualifier, notamment au regard de leur sujet,
et in fine de pouvoir faire des recherches notamment par lieu, mais aussi par personne, par thème et des statistiques. Donc en fait, l'idée de cet outil, c'est de capitaliser les saisines, d'en faire une ressource et non pas de simples témoignages qui s'accumulent une fois traités. Donc par exemple, si on a plusieurs saisines qui émanent d'un même lieu, même si ces saisines à la base pourraient paraître assez anodines ou sur des sujets qui n'avaient pas suscité de points particuliers lors de la précédente visite, si on a plusieurs saisines qui reviennent, on peut s'orienter vers une enquête et je vais vous parler de ces enquêtes. Donc contrairement au suivi des recommandations par la voie ministérielle, le traitement des saisines permet d'assurer un suivi plus régulier mais surtout plus large, parce que ces saisines ne sont pas limitées dans les sujets concernés et donc elles peuvent soulever des dysfonctionnements qui n'étaient pas apparus lors de la précédente visite. Concernant le centre pénitentiaire de Fa, par exemple, plusieurs courriers reçus ces dernières années font état de la dégradation de la qualité et de la quantité de nourriture servie aux personnes détenues. Or, le rapport de visite de 2012 avait identifié la restauration comme l'un des points forts de l'établissement. Donc, si par le biais d'un suivi des recommandations par la voie ministérielle, il était impossible de déceler ce genre d'évolution, les saisines reçues nous permettent d'émettre l'éventualité d'une dégradation des conditions, mais on verra si c'est le cas ou pas. Vous avez le week-end pour... Je plaisante. Donc, le traitement des saisines est particulièrement utile pour le suivi des recommandations, surtout quand ces saisines sont à l'origine d'enquêtes qu'on appelle des vérifications dans la loi de 2007 par le CGLPL auprès des autorités. Donc en fait, à la suite d'une saisine qui laisse craindre la violation ou le risque de violation de la dignité et des droits fondamentaux, le CGLPL peut interroger par courrier le directeur de l'établissement, la DISP ou l'administration centrale directement s'il estime que ces sujets méritent une attention plus particulière au niveau de l'administration centrale. Chaque enquête se fait sur le fondement du signalement lui-même, notamment de sa gravité, de son caractère généralisé ou de la vulnérabilité de la personne. Mais l'enquête est aussi liée à d'autres facteurs qui peuvent être évidemment le rapport de visite du lieu concerné, les saisines reçues sur le même lieu ou le même sujet, comme je vous l'ai dit, des travaux thématiques du CGLPL ou même des informations dans la presse. La situation individuelle sert alors simplement de support à l'enquête en tant qu'elle se révèle susceptible d'illustrer un dysfonctionnement général ou structurel. Et donc, la situation individuelle n'est pas visée en tant que telle comme un problème à résoudre, mais évidemment comme la possible illustration d'un dysfonctionnement plus global qui est susceptible de se reproduire. Et c'est vraiment là la différence entre la médiation et la prévention. Le CGLPL est un organisme de prévention, donc il n'est pas là pour régler des situations individuelles, mais pour mettre en lumière des dysfonctionnements d'ordre structurel et global. D'ordre structurel et global. Donc dans ce courrier d'enquête, il est demandé à l'autorité d'apporter des éléments de compréhension de la situation afin que le CGLPL puisse établir si oui ou non une atteinte à un droit fondamental est caractérisée, malgré parfois des recommandations formulées lors d'une précédente visite. Les enquêtes doivent, par principe, donc solliciter des pièces pour pouvoir confronter les éléments tracés et l'interprétation qui en est faite par la réponse de l'autorité. Et donc, les enquêtes trouvent leur complète utilité dans le suivi des recommandations lorsqu'une réponse leur est apportée par l'administration pénitentiaire, naturellement. Donc ça peut paraître bête de le préciser, mais malheureusement, c'est loin d'être toujours simple d'obtenir une réponse dans des délais raisonnables par l'administration pénitentiaire. La réponse de l'autorité, pourtant, est le seul moyen d'établir si une atteinte ou un risque d'atteinte existe réellement, car la saisine ne suffit évidemment pas. Par la suite, si le CGLPL constate qu'une atteinte ou un risque d'atteinte a lieu dans cet établissement, lorsqu'une visite de l'établissement est programmée, l'ensemble des courriers qui ont donné lieu ou non à des enquêtes est consigné dans un tableau
rassemblant toutes les informations, attirant l'attention des contrôleurs de la visite sur des points qui ont été soulevés, voire discutés avec l'administration en charge du lieu contrôlé. Donc l'idée est la continuité du suivi. Les saisines permettent d'assurer le suivi des recommandations formulées pendant les missions, et les missions auraient pour objet d'assurer le suivi des enquêtes réalisées par le CGLPL et des éventuelles recommandations formulées entre les missions. Donc, vu qu'on est en Polynésie, je vais prendre l'exemple de la Polynésie pour illustrer ce point. Donc, depuis la visite de 2012, le CGLPL a reçu plusieurs signalements faisant état du caractère indigne des conditions de détention au CP de FA. L'analyse des saisines révèle notamment la persistance de conditions d'insalubrité bien après la visite du CGLPL et donc malgré les recommandations formulées dans le rapport de visite de 2012. Un courrier, par exemple, a alerté le CGLPL sur le dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées, particulièrement les lieux d'aisance des cellules, entraînant de forts désagréments olfactifs et sanitaires. Ce problème, déjà relevé lors de la visite de 2012, a donné lieu à une enquête auprès de la direction de l'établissement. D'autres courriers ont dénoncé par ailleurs un bâtiment d'âge inadapté au climat local et infesté par la vermine. Il est notamment décrit que les rats pullulent, je cite, les rats pullulent même en plein jour, la vermine aussi, cafards, punaises et fourmis. Je ne sais pas si vous avez pu voir tout ça lors de la visite. On verra. D'autres encore ont pu informer le CGLPL que des opérations de pulvérisation de produits contre les nuisibles sur les bâtiments extérieurs génèrent des résidus pour les détenus en cellules, résidus qui sont source de nausées et de migraines. Et puis, récemment, donc, il y a eu d'autres courriers sur les cours de promenade, je vais pas faire état de tout, mais récemment, et puisqu'on est... je peux faire état de tout, si vous voulez. Non, voilà, c'est pour ça. On va vite passer. Non, mais pendant qu'on est à l'université, j'en profite pour signaler le fait qu'on a été informé de difficultés d'établir un parcours pour l'enseignement supérieur dans les établissements pénitentiaires. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire qu'on est un peu au courant on est un peu au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, ces courriers mettent en lumière l'insuffisance manifeste de progrès, mais peut-être qu'on verra lors de nos missions que beaucoup de choses ont évolué, et c'est ce qui semble être le cas vu les différentes interventions qui ont eu lieu depuis ce matin. Donc, c'est avec impatience qu'on ira découvrir tout ça. Cet outil de suivi, même s'il peut paraître assez complet et très intéressant, ça c'est sûr, il subit malgré tout aussi plusieurs écueils, et des écueils qui sont spécifiques aux situations ultramarines. Alors, il apparaît déjà que les populations ultramarines ne connaissent pas très bien le CGLPL, sans doute que le caractère insulaire a une influence. En métropole, les détenus changent d'établissement et avec eux, ils importent leur connaissance du contrôle dans leur nouvel établissement. Or, les détenus d'outre-mer sont souvent affectés dans un établissement précis sans bouger de l'île durant leur détention. Et d'ailleurs, on peut noter dans les saisines qu'on reçoit que c'est souvent des détenus métropolitains incarcérés outre-mer qui saisissent le contrôle. Donc, les populations ultramarines nous saisissent peu, et il y a une grande marge de progression pour que le contrôle se fasse mieux connaître et soit ainsi informé plus régulièrement de la situation au sein des établissements outre-mer. Par ailleurs, il y a des obstacles importants avec les autorités pénitentiaires dont dépendent les établissements outre-mer et dont dépendent aussi les directions d'établissement, parce que certaines enquêtes n'obtiennent de réponse qu'1 an, voire 2 ans après le courrier d'enquête. Et là, je ne tape pas sur les directeurs d'établissement, parce que depuis quelques années, depuis plusieurs années, le circuit de réponse de l'administration pénitentiaire a été recentralisé, c'est-à-dire que désormais, c'est l'administration centrale. Lorsqu'on fait une enquête, c'est le chef d'établissement qui fait remonter les informations vers l'administration centrale, et c'est l'administration centrale qui
rédige une réponse au CGLPL, ce qui fait que les délais sont très longs et c'est une lourdeur qui allonge à la fois les délais et parfois la qualité des réponses, parce que, encore une fois, certaines enquêtes mériteraient d'être réglées par... il suffirait que le chef d'établissement nous réponde. Certains sujets sont vraiment locaux et ça pourrait être très intéressant d'avoir une réponse de la part du chef d'établissement ou de la DISP si on estime que c'est un niveau plus interrégional. Et donc justement, là-dessus, il y a un projet et on espère que ça va permettre d'améliorer le suivi des recommandations outre-mer parce qu'il y a le projet, et ça fait depuis 6 mois que c'est une expérimentation avec les DISP de Paris et de Dijon, mais ça devrait être élargir à l'ensemble des DISP, y compris à la MOM. Et donc l'idée est de faire redescendre au niveau interrégional la réponse aux enquêtes du CGLPL. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs moyens d'assurer un suivi des recommandations, tous assez imparfaits de manière individuelle. Et alors, j'aimerais juste, pour finir, poser la question de quand est-ce qu'on fait quand ce n'est pas suivi. Et ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Et donc, je vais vous répondre très franchement, le CGLPL ne peut rien faire, à part formuler de nouvelles recommandations en disant que d'anciennes avaient déjà été formulées et qu'elles n'ont pas été suivies d'effet. Il peut aussi alerter les ministères de cette inertie, mais rien de plus ne peut être fait. Bref, il n'a qu'un pouvoir de recommandation, mais pas d'injonction. Mais toutefois, peu à peu, on a vu tout au cours de cette journée qu'une nouvelle voie s'ouvrait par des recours, donc des recours devant le juge administratif et le juge judiciaire. Et cette voie pourrait permettre d'assurer un suivi un peu indirect des recommandations, parce que de plus en plus, les magistrats prennent appui sur l'expertise du CGLPL dans leurs décisions. Et donc, au-delà des rapports, le CGLPL a été plusieurs fois appelé à effectuer des tierces interventions dans le cadre de procédures portées devant le Conseil d'État, notamment en référé. Ce fut notamment le cas, d'ailleurs, dans le cadre du référé porté devant le CE, devant le Conseil d'État, par le détenu polynésien en mars 2021. Le CGLPL a été appelé à produire ses observations dans le cadre de cette procédure. On peut relever quand même, par contre, l'imperfection de ces observations, sachant qu'on s'est basé sur une visite de 2012, donc c'était quand même extrêmement ancien. Mais c'est à noter quand même, parce que ces interventions sont le lieu de rappeler que des recommandations précédemment effectuées par le CGLPL n'ont pas été suivies d'effet éventuellement si on a des saisines qui vont toujours dans ce sens, et ainsi d'espérer obtenir une injonction administrative. On a vu que le juge judiciaire ne pouvait pas faire d'injonction directement pour leur application par le truchement d'une décision en faveur du recours. Donc ces moyens indirects de suivi des recommandations par la juridiction administrative, on espère, vont se développer devant le juge judiciaire dans le cadre du recours dignité. Et on sait que dans le cadre de ce recours, je précise parce que ça n'a pas été évoqué, évoqué indirectement, l'article du Code de procédure pénale, R249-24, peu importe, invite le juge judiciaire à consulter tout rapport issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant décrivant les conditions de détention de l'établissement en question. Alors nous, au niveau du CGLPL, évidemment, la question se pose réellement de savoir comment les juridictions vont se saisir des travaux du CGLPL dans le cadre de ce recours. On a parlé des commencements de preuves. La question se pose de savoir à quel point des éléments constatés lors de visites du CGLPL peuvent constituer ou aider la constitution de commencement de preuves en la matière. Et surtout, comment les juridictions vont s'en saisir. Alors pour conclure, donc, chaque moyen de suivi est insuffisant en lui-même et à lui seul à assurer un suivi des recommandations formulées par le CGLPL. Ça peut paraître un peu pessimiste, mais je vais finir sur une note optimiste parce que c'est lorsque toutes les pièces du puzzle s'assemblent
qu'on arrive à avoir un suivi à peu près correct, notamment parce que ce suivi s'opère auprès de toutes les personnes en cause dans l'enfermement. Le chef d'établissement, lors de nouvelles visites, le ministre concerné par le suivi à 3 ans, et les personnes privées de liberté par le traitement des saisines, et puis de plus en plus les autorités judiciaires et administratives qui mobilisent l'expertise du CGLPL. Et donc, comme dans tout puzzle, chaque pièce prise de manière individuelle ne rime pas à grand-chose. Toute la difficulté est de savoir les assembler pour qu'elles prennent tout leur sens. Je vous remercie.